bonjour à tous. Donc, Corinne Bertin, thérapeute libérale, praticienne en médecine traditionnelle chinoise, phytothérapie et accompagnement émotionnel par les fleurs de Bach. Donc, le sujet que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la phytothérapie. Que peut-elle nous apporter au sein d'une alimentation saine? Donc, j'ai déjà repéré ce matin dans toutes les conférences qui ont été faites et les projets qui ont été proposés un grand nombre d'applications des plantes médicinales. Donc, je vais peut-être regrouper ces idées pour le voir d'une façon un petit peu différente. Alors, c'est moi qui... Voilà. Donc, en préalable, je vais vous resituer l'utilisation des plantes médicinales dans l'histoire pour mieux comprendre les enjeux d'aujourd'hui. Donc il apparaît que les plantes médicinales sont utilisées depuis les traditions les plus anciennes. On en retrouve des traces d'utilisation dans ce qu'on va appeler les tablettes dites de Nippur, qui datent de 5000 ans avant Jésus-Christ environ, le papyrus d'Héber dans le temps des Égyptiens. Donc les plantes, à partir de ce moment-là, les plantes médicinales particulièrement, ne vont faire qu'être de plus en plus utilisées au cours des ans. Donc le temps passe, on arrive à peu près 500 ans avant Jésus-Christ. Et là, c'est Hippocrate, qui est surnommé le père de la médecine, qui va regrouper dans ses récits la plupart des plantes médicinales qui sont utilisées dans le monde entier. Et ces récits, qui sont utilisés jusqu'au XIXe siècle, donc, ont eu un grand impact, puisqu'aujourd'hui encore, les médecins prêtent serment, le serment d'Hippocrate, au moment où ils vont démarrer leur métier. Donc l'utilisation des plantes médicinales continue à évoluer dans le temps jusqu'au XIXe siècle où on arrive à son apogée grâce notamment au développement de l'imprimerie. Et en 1803, c'est là où le diplôme d'herboriste arrive. Néanmoins, à cause également, ou grâce aussi, on va voir dans quel sens, à l'apogée de la pharmacie médicale, donc où de nombreuses molécules chimiques sont développées. Donc on va avoir par exemple la morphine qui est synthétisée à partir du pavot. On va avoir la strychnine également qui est isolée. La caféine, la digitaline, donc une grande plante utilisée pour la sphère cardiaque. Et donc c'est le 19e siècle qui voit cet apogée et donc également le déclin de l'utilisation des plantes médicinales qui pourtant étaient prescrites à 90% par les médecins de l'époque. Et finalement, donc, le diplôme d'herboriste va être aboli en 1941 pour laisser place, une plus grande place à la médecine, on va dire, qui utilise des molécules de synthèse. Donc la phytothérapie, finalement, c'est quoi? Donc d'après la définition du Larousse médical, c'est le traitement ou la prévention des maladies par l'usage des plantes. Alors les plantes, oui, mais quelles plantes me direz-vous? On en a vu beaucoup depuis ce matin. Alors les plantes, ça va être celles qui sont inscrites sur des listes éditées par l'ANSM. Donc, je vous en ai mis un extrait ici. Donc ces listes qui vont être réparties entre la liste A et la liste B. La liste A qui va être celle qui regroupe les plantes médicinales traditionnellement utilisées, dont 148 qui sont dites plantes libérées, c'est-à-dire que vous allez pouvoir retrouver en vente libre dans n'importe quel magasin. Les autres restent sous l'égide du monopole de la pharmacie, donc vous ne pouvez pas les acheter dans n'importe quel circuit de distribution. Il y a également une autre liste, dite la liste B, qui regroupe les plantes médicinales utilisées toujours traditionnellement, mais dont les effets indésirables sont supérieurs aux bénéfices thérapeutiques. Donc ce sont particulièrement celles-ci dont sont extraites les molécules qui vont servir à la pharmacie médicale. Donc nous, on n'y a pas accès en tant que consommateur. Donc dans ce contexte, quel est l'avenir de la phytothérapie? Parce qu'on a vu un déclin. Néanmoins, la phytothérapie a 3 avantages majeurs que je vais pouvoir développer un petit peu ici. On va tout d'abord parler de l'effet totem de la plante. Donc, cet effet totem de la plante, c'est-à-dire qu'en phytothérapie, les principes actifs ne sont pas isolés. La plante va contenir un certain nombre de principes actifs dont je vais vous citer quelques exemples tout à l'heure, mais qui vont agir en synergie.
Et aujourd'hui, cette synergie, elle n'est pas toujours expliquée scientifiquement. Il y a de nombreuses études qui sont en cours et justement, ça laisse une ouverture très grande encore aujourd'hui dans ce domaine. On trouve une efficacité renforcée de la phyto aujourd'hui, parce que jusqu'alors, elle reposait plutôt sur les effets qui étaient visibles des traitements qui étaient proposés. Et aujourd'hui, de plus en plus d'études sont réalisées qui amènent les preuves de son efficacité et surtout des formes d'utilisation qui contiennent des principes actifs avec des dosages qui sont plus facilement recommandables qu'avant. Parce qu'avant, donc, c'est difficile, par exemple, dans une tisane, de savoir la quantité de molécules actives qui sont là, alors qu'avec des nouveaux procédés, on peut justement quantifier de façon beaucoup plus sûre ces quantités de molécules actives dans les produits. Donc, ils sont plus facilement aussi conseillables. Enfin, je parlerai donc des effets secondaires de certains médicaments. Donc, il y a eu des grands scandales sanitaires, il y en a eu plus d'une vingtaine depuis les années 70. Donc, je citerai plus que le Mediator, que vous connaissez certainement tous, puisque il est toujours en cours, avec des procès toujours en cours. Et ce qui invite aussi le consommateur à un regain sur des techniques plus naturelles. Alors, l'effet totem de la plante, donc, c'est l'ensemble des molécules actives qui constituent donc, son effet totem. Donc là, j'ai cité les principales familles ou molécules actives qu'on trouve dans les plantes. Je vais les détailler un petit peu tout à l'heure. Donc, je vais commencer par faire un zoom sur les flavonoïdes. Donc, les chimistes en ont isolé aujourd'hui plus de 8000 avec des propriétés, même s'ils ont une ligne d'effets similaires, ils vont quand même avoir des propriétés différentes suivant ce qu'on va choisir. Donc, d'une manière générale, une grande partie, on les repère parce que ce sont eux qui vont donner les teintes brunes, rouges et bleues aux végétaux. Donc, plus on va manger coloré, plus on va manger des flavonoïdes. Et les flavonoïdes font aujourd'hui l'objet de nombreuses études, puisque d'une part, ils sont relativement inoffensifs pour l'humain, et d'autre part, ils ont des propriétés particulièrement antioxydantes. Donc aujourd'hui, l'oxydation, c'est quand même un des problèmes majeurs suite à une alimentation qui n'est pas toujours équilibrée, le stress oxydatif, qui n'a pas de stress aujourd'hui, et même le rayonnement solaire qui peut nous apporter une oxydation. Un autre zoom sur les tanins, donc pareil, un principe actif qu'on va retrouver dans de nombreuses plantes. Donc les tanins, vous les connaissez aussi sans doute, parce que si on prend l'exemple du vin, c'est ce qui va donner son côté âpre et qui va apporter une certaine sécheresse en bouche. Et donc la propriété majeure des tanins, ça va être qu'ils vont resserrer les tissus. Et donc, en resserrant les tissus, ils vont aussi avoir des propriétés anti-inflammatoires. Une grande famille de plantes qui contient beaucoup de tanins, ça va être la famille des rosacées. Vous en avez certainement même dans vos jardins. Donc, en phytothérapie, on va utiliser par exemple la feuille de fraisier, donc une rosacée, les feuilles de framboisier, les reines des prés qu'on trouve facilement sur les bords des chemins, puisque c'est une plante qui va aimer l'eau le long des canaux, plutôt en Bretagne. Au niveau des arbres, l'aubépine est aussi une rosacée. Donc en utilisant finalement n'importe quelle de ces plantes, on va pouvoir avoir cet effet qui resserre les tissus et qui va pouvoir agir sur toutes les maladies en IT, donc les inflammations comme les cystites, les gastrites, et même en usage interne, pourquoi pas sur les conjonctivites, si on en fait une tisane d'une plante comme la reine des prés, mettons, et qu'en filtrant, on va pouvoir éventuellement mettre sur une compresse et avoir un premier effet anti-inflammatoire au niveau d'une conjonctivite. Alors, je sais que je suis prise par le temps, donc j'avais prévu de parler d'autres familles, mais je vais passer pour vous donner un exemple de tout ce que je viens de dire par rapport à une plante en particulier, donc, qui a été déjà relevée ce matin. Une plante
donc qui nous vient d'Amérique du Nord, mais que j'ai prise parce que vous la connaissez, elle est aussi beaucoup utilisée comme dans les jardins pour la décoration, tout simplement. Mais elle a des propriétés sédatives, anxiolytiques et inductrices de sommeil. Donc les principes actifs qu'elle recèle, ça va être les alcaloïdes, donc c'est ça qu'on va regarder particulièrement, associés à des flavonoïdes et des phytostérols. Hop, dans le mauvais sens. Tac. Voilà. Et là, il y a vraiment une étude qui a prouvé que les alcaloïdes qu'elle contient, si on les utilise de façon isolée, ils n'auront quasiment pas ou peu d'effet, alors que si on utilise le totum de la plante, donc la plante entière, donc là on va utiliser les sommités fleuries, elle va avoir cet effet sédatif, anxiolytique et inductrice de sommeil. Alors, quels usages? Donc, alors pour ma part, en cabinet, mais je vais vous montrer tout à l'heure aussi le consommateur en général, on va les utiliser en préventif. Donc préventif, c'est-à-dire qu'on peut faire des cures saisonnières, des cures pour renforcer l'immunité, des cures pour se détoxifier, des cures en période d'allergènes, les pollens par exemple. En curatif, sur les symptômes qui sont présents. Donc là, ça va plutôt être sous forme de compléments alimentaires, alors qu'en préventif, ça peut être sous forme de plantes fraîches qui sont rajoutées dans l'alimentation. Et enfin, en modification de terrain, le terrain, c'est la structure sur laquelle nous sommes composés et qui va faire apparaître des vulnérabilités. Et c'est en prenant en compte ces vulnérabilités et en mettant des traitements à base de plantes qu'on va pouvoir renforcer l'organisme pour être justement moins sujet à ces vulnérabilités lorsqu'elles apparaissent. Donc une étude a montré que les principaux usages pour lesquels les plantes de phytothérapie étaient utilisées, c'était renforcer le système immunitaire, être en forme, avoir de la vitalité et de l'énergie, ou encore améliorer le sommeil et la relaxation. Donc les Pearly graines, je ne sais plus comment ça s'appelait, sleep, ce matin, rentraient vraiment dans ce cadre. Alors les formes galéniques, justement, sous lesquelles elles sont principalement utilisées, donc on appelle formes galéniques les formes sous lesquelles vous trouvez le produit fini. Donc vous pouvez trouver des poudres de plantes, des huiles essentielles, des teintures mères, des infusions, des décoctions, alors suspension intégrale de plantes fraîches, je vais en parler un tout petit peu plus. Donc on va choisir la forme en fonction aussi de la destination qu'on veut avoir. Par exemple, une poudre, on pourra plus s'en servir pour une reminéralisation, tandis qu'une suspension intégrale de plantes fraîches, donc ça va être un procédé où on va extraire au maximum les principes actifs pour justement essayer de retrouver cet effet totum. Donc là, il va y avoir un plus grand panel d'utilisation possible, et particulièrement pour les symptômes aigus. Je ne l'ai pas cité, mais on a aussi la gémothérapie, donc moi que j'utilise plus fortement en cabinet, parce que la gémothérapie, ce sont des teintures mères de bourgeons de plantes, et dont justement la quantité de principes actifs est bien normée. Donc pour le conseiller et le doser, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui que, par exemple, comme je disais tout à l'heure, une infusion qui pourrait être utilisée sur peut-être des problèmes plus mineurs ou plus sur le long terme pour des problèmes chroniques, parce qu'on aura des molécules actives en moindre quantité. Alors, pour vous citer encore quelques exemples de plantes et la façon dont on peut l'utiliser, donc j'ai pris l'ail, parce que l'ail, c'est une plante que vous connaissez tous. Ce matin, on a cité l'ail des ours, qui est la forme qu'on va trouver dans la nature, mais qui peut être aussi cultivée aujourd'hui. Donc l'ail que vous pouvez utiliser en préventif, comme par exemple, pourquoi pas fabriquer une soupe d'ail ou rajouter 2 ou 3 gousses d'ail de façon journalière dans votre alimentation, puisque sa grande propriété va être la sphère cardiaque, la protection cardiovasculaire. Et aujourd'hui, avec l'hyperglycémie ou le cholestérol, donc il y a beaucoup de personnes qui peuvent en tout cas être concernées.
et une grande propriété antibiotique. Donc pour le côté antibiotique, on peut l'utiliser en prévention, mais pourquoi pas en gélule, comme je vous l'ai mis ici, surtout si on veut préserver notre haleine. Et en gélule, on va aussi pouvoir le trouver sous forme désodorisée, ce qui était quand même un avantage certain. Donc par rapport à l'effet totem de l'ail, c'est un composé d'huile essentielle, de composés soufrés, de vitamines, enzymes et anorganica. Donc on appelle anorganica en gros les minéraux qui sont compris dans ces plantes-là. J'ai cité un autre exemple, la mauve. La mauve, peut-être qu'on connaît moins, alors que c'était à l'origine une plante qui était même utilisée dans l'alimentation, et surtout au Moyen-Âge. Je ne vais pas assez vite, ok, j'ai compris. Donc, sans grand atout, je vais essayer d'aller plus vite. Sa richesse en mucilage, les mucilages donc, qui vont faciliter, par exemple, l'évacuation des selles, puisque ça va former comme un mucus dans l'estomac et qui va surtout lui donner des propriétés adoucissantes. Donc je passe ma mauve, j'aurais voulu parler de la pensée sauvage qu'on a vue ce matin, mais je n'aurai pas le temps. Je ne parlerai pas non plus de la menthe poivrée. Donc je vais arriver à la conclusion. Ça passe vite le temps. Alors, en conclusion, c'est donc pour vous dire qu'en prévention, en complément d'un suivi médical, la phytothérapie trouve une place grandissante en France. On voit là que sur 20 ans, en millions d'euros, on a doublé, en fait, la phytothérapie a doublé le chiffre d'affaires dans tous les commerces qu'on peut trouver, autant les parapharmacies que les pharmacies ou même les grands magasins. Alors, pour essayer d'aller au plus vite, donc là, je voulais parler du curcuma, dont on extrait la curcumine. Donc aujourd'hui, c'est le E100, et qui a particulièrement des vertus anti-inflammatoires, mais qui va agir sur les cartilages, qui a plein de vertus. Il est dans le top 3 des antioxydants. Qui est aujourd'hui utilisé, mais pourquoi pas lui donner une place grandissante. Et vous citez l'exemple du jambon Herta, qui est pour lesquels ils ont supprimé les nitrites, d'où la NSM nous avertissait sur les effets, alors, pour le coup pas bénéfiques du tout sur la santé, et remplacés par des extraits végétaux qui sont encore discutables par rapport à des études relevées au niveau de la NSM, mais d'autres études encore montre que, par exemple, le romarin, qui a aussi des vertus antioxydantes, pourrait trouver place comme conservateur dans des produits comme le jambon ou la charcuterie en général. Voilà, donc finalement, pour conclure, je dirais qu'on peut imaginer que c'est peut-être une savante alchimie, justement, entre le monde naturel des plantes et les technologies modernes, qui vont donner au consommateur final un plus grand profit sur des produits dont il tirera avantage pour sa santé. Merci pour votre attention. Du coup, merci Corinne Bertin pour votre présentation. Est-ce que vous avez des questions peut-être? Oui, alors, je prends le micro. Allô, allô. Juste pas servir de micro. Oui, merci pour la présentation. Une question, comment vous intégrez dans le monde des plantes et de la phytothérapie la variation qu'il peut y avoir de principes actifs d'une saison à l'autre ou d'un terroir à l'autre? Je pense qu'une reine des prés au bord du canal de Nantes à Brest ou d'un autre territoire, c'est pas la même composition. Comment vous l'intégrez? On est bien d'accord, j'ai moi-même été surprise venant du sud à la base et arrivant ici de voir des berces. Pour moi, c'était une plante comme ça, et quand je suis arrivée ici, j'ai vu des plantes comme ça. Tout à fait, donc c'est pour ça que c'est par rapport à la forme galénique, particulièrement, comme je disais tout à l'heure, où moi en cabinet, je vais utiliser des formes galéniques avec des compositions qui sont toujours les mêmes. Donc je parlais de la gémothérapie, on peut parler des teintures mères, pareil, qui sont toujours, enfin qui sont très, très normées. Les poudres de plantes également. Voilà. Après, moi, les tisanes, par exemple, qui va être la plante la plus soumise à ces différences moléculaires, moi, je vais les conseiller pour des problèmes
plutôt chronique où un petit apport au quotidien va être utile. Et c'est pour ça que la recherche là-dessus, elle nous apporte beaucoup. Et autant la suspension intégrale de plantes fraîches, donc tous les EPS et les SIPF sont les deux formes les plus utilisées, autant en naturopathie que moi, même en médecine chinoise. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Alors, s'il n'y a pas plus de questions, je vous remercie.